Faut-il investir dans les crypto-monnaies? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec un invité de marque, Cédric Froment. Salut Cédric. Salut Alex. Tu vas bien? Super, la forme. Si tu connais pas Cédric, on a fait une interview, tu peux regarder sur ma chaîne, tu sauras tout sur cet homme exceptionnel, le trader surfeur de l'île Maurice. Je te conseille d'aller voir, c'est du lourd. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'oublie pas que tu peux toujours télécharger mon nouveau guide 99 idées de business pour te lancer facilement sur internet. En plus de ça, tu auras accès à un documentaire hyper inspirant de ceux qui appliquent ma méthode et deviennent libres, indépendants, heureux grâce à ça. Et pour le télécharger, c'est facile, c'est gratuit. Tu cliques soit au-dessus, soit en dessous de cette vidéo. Tu as un lien, tu cliques dessus, tu arrives sur une page, prénom, email, je t'envoie tout ça dans ta boîte mail. Si tu es déterminé, tu vas trouver. Cédric, tu es spécialisé dans la bourse. Yes. Swing trader. Et dernièrement, sur ta chaîne, j'ai vu que tu traitais un petit peu le sujet des cryptos. Qu'est-ce que les crypto-monnaies pour ceux qui ne connaissent rien et qui voient leur fil d'actualité Facebook et les news déborder de crypto-monnaies et de Bitcoin? Alors, les crypto-monnaies, comment est-ce qu'on pourrait conceptualiser ça de manière simple? C'est un petit peu comme des euros, des dollars, une devise, sauf qu'on ne va pas l'imprimer, on va faire toutes ces transactions avec de manière 100% numérique. Il y a Apple qui est en train de mettre en place Apple Pay, il me semble. Il y a de plus en plus en fait d'opérateurs de marché qui sont en train de digitaliser complètement les transactions du quotidien. Donc on va vraiment vers une société sans cash, hein. Même en France, on peut le remarquer, on peut payer avec des montants de moins en moins importants en cash. Le but, un petit peu le tournant de notre génération, c'est vraiment d'aller vers une société où on paye énormément en cash, vers une société qui va payer sans cash. Et ça, c'est une proposition de quelques geeks suite à la crise financière de 2008, où on s'est beaucoup posé la question est-ce que le système monétaire peut tenir ou pas? Est-ce que en fait cette crise a remis en question un petit peu la pérennité du système monétaire, et donc on a quelques geeks qui ont mis en place ce qu'on appelle la blockchain et les crypto-monnaies. Et la blockchain est une nouvelle technologie et les crypto-monnaies est un outil, c'est une proposition qui utilise la technologie blockchain, mais simplement pour faire ses transactions au quotidien avec un smartphone, avec simplement même des clés. On peut même de tête, avec une clé, transférer de l'argent sur une autre clé, mais tout reste entièrement numérique, digital, donc il n'y a plus besoin d'avoir d'argent physique. D'accord. Est-ce que du coup, ça échappe à certains contrôles et à une certaine régulation? Eh bien, comme toute nouvelle technologie un peu disruptive, oui, il n'y a aucune régulation ou très peu, et ça chagrine beaucoup les États puisque c'est un concurrent direct. C'est le gros concurrent en fait de ce qu'on appelle les fiat currency, des monnaies fiduciaires, des monnaies papier, qui permettent à l'État un petit peu de calibrer l'économie, l'inflation, la déflation, et voilà, ils ont la main sur les politiques monétaires à l'international. Et bien ces crypto-monnaies, elles ne sont plus sous le coup des États. C'est un petit peu la monnaie du peuple, ou en tout cas c'est le marketing, le message qui est énormément utilisé sur les réseaux sociaux et d'ailleurs même dans les grands médias maintenant financiers, en disant voilà, si vous achetez du Bitcoin par exemple, qui est une crypto-monnaie, eh bien, en gros, vous n'êtes plus assujetti à l'esclavagisme moderne de l'État. Et donc, c'est très sexy, hein. C'est quelque chose qui plaît beaucoup au peuple, puisque c'est une forme un petit peu de rébellion pour le peuple d'acheter ces crypto-monnaies. C'est intéressant, on y reviendra après à la fin de cette interview, mais du coup, la réaction de certains États était carrément de bannir les crypto-monnaies et en tête de gondole le Bitcoin, mais on reviendra là-dessus juste après. Tout comme en bourse, sauf que là, je pense que c'est différent, après c'est mon analyse, mais c'est toi l'expert là-dessus. Tout comme en bourse, faut-il un capital de départ pour commencer? Comment ça fonctionne? Ou est-ce que c'est justement un investissement que tu conseilles pour commencer quand on n'a pas d'autre investissement? Alors c'est ça qui est assez marrant, c'est que en principe, une monnaie, on n'investit pas dessus. Et on n'a pas besoin d'un capital minimum ou pas. C'est une monnaie, ça nous sert, c'est une énergie qui va nous permettre, plutôt que de faire du troc, de faire des échanges et fluidifier les échanges. Et là, la question que tu poses, elle est assez symptomatique de ce qui est en train de se passer sur les crypto-monnaies. C'est que les gens n'achètent pas ces crypto-monnaies pour les utiliser en tant qu'outil du quotidien. Ils les achètent tout simplement parce que ça monte. Et qu'on veuille le reconnaître ou non, il y a un rêve de richesse derrière qui est véhiculé parce que
Certains qui ont acheté ces crypto-monnaies très bas en 2010-2011 sont devenus millionnaires ou multimillionnaires. Et donc, eh bien, cette vague un petit peu d'espoir, de richesse, voilà, c'est le ticket du loto, quoi. Les gens achètent ce rêve en investissant sur les crypto-monnaies. Mais concrètement, actuellement, par exemple, le Bitcoin, il n'est pas utilisable. C'est-à-dire qu'il y a tellement de monde dessus que les frais de transaction sont extrêmement élevés. Une transaction, ça peut prendre plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs jours. Donc, si tu es au restaurant et que tu dois payer et que tu attends pendant 2 heures que ton addition soit payée, c'est pas praticable dans l'état. Après, il y aura certainement des innovations qui vont se mettre en place, ils vont patcher le truc, etc. Mais... et je réfléchis aussi par exemple à Ripple. Il y a 2 choses, il y a le protocole et puis il y a aussi la monnaie XRP. Du coup, par exemple, ils ont une volonté de créer un système qui permet d'échanger de l'argent très rapidement, en quelques secondes, là où aujourd'hui, quand tu fais un virement bancaire SEPA, t'en as pour 2 ou 3 jours. Enfin, c'est complètement hallucinant qu'aujourd'hui, en 2018, il faut 2 jours, voire 3, les week-ends, ça compte double, pour faire un virement. Un des positionnements du Ripple, c'était d'avoir aussi, de proposer, après c'est la concurrence. Voilà. Après, il va y avoir Ripple, il va y en avoir 30 000 autres. En gros, simplement, Bitcoin montre la voie, montre le chemin en disant il existe cette nouvelle technologie et voilà, on peut l'utiliser de cette manière-là. On peut l'utiliser en tant que devise. On reparlera après de la volatilité d'une devise. Normalement, c'est pas quelque chose qui est censé être très volatile. Voilà. Mais une fois que le Bitcoin a montré le chemin, qu'il existait quelque chose qui pouvait être intéressant pour le monde entier, quelque chose de révolutionnaire. Là, il y a toute la concurrence qui va arriver et là, on va avoir des nouvelles technologies, des nouveaux outils, des nouvelles crypto-monnaies qui seront beaucoup plus au point que le Bitcoin. C'est intéressant parce que là, pour ceux si tu connais pas du tout l'univers des cryptos, ce qui est intéressant, c'est que il y en a plus de 200 ou 300 aujourd'hui. Alors, sur la blockchain, entre les altcoins et tout, je crois qu'il y en a 1300. Ah ouais, d'accord. Mais il y a de tout et de n'importe quoi. Quelqu'un qui lance une crypto, ton voisin là. À Maurice, comment on pourrait trouver le nom d'une crypto mauricienne? Maurice, la crypto-roupie. Crypto-roupie. La Mourie crypto. La Mourie crypto. Donc bientôt dans les bacs. Du coup, et par contre, je reviens sur une observation parce que tu dis oui, on n'investit pas dans de la monnaie effectivement parce que c'est pas fait pour être aussi volatile. Mais il y a des gens qui tradent les cryptos. Je l'ai moi-même fait sans faire exprès. En fait, je t'explique. Et j'ai donc acheté de l'Ethereum parce que dans la plateforme que j'achetais, je pouvais pas directement le faire parce que mon compte bancaire n'est pas validé. Bref, je suis passé par Coinbase, j'ai acheté de l'Ethereum pour la revendre sur Kraken pour acheter de l'XRP. Et en fait, entre-temps, j'avais gagné 300 €. Cool. À la banque, ça marche pas comme ça. Hein. On te les retire, on te les met pas à la banque. Hein. Je me suis dit, c'est marrant. Voilà, c'est symptomatique du problème qui est sous-jacent à toutes ces crypto-monnaies, c'est que c'est extrêmement volatile et qu'en soi, cette volatilité, elle peut être calmée sur le long terme. L'idée, c'est ça, plus un marché est liquide, plus il est lourd, en fait, plus il y a d'intervenants qui interviennent tous les jours dessus et moins le marché va faire des décalages comme ça qui seront importants. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se résoudre sur le long terme s'il y a toute la planète, la population mondiale qui est sur ce marché-là et qu'il y a vraiment des millions de personnes qui sont à l'achat et à la vente avec des tout petits écarts, ça va pas fluctuer énormément. Mais voilà, pour le moment, il y a peu de papier, il y a peu de Bitcoin en circulation, il y a beaucoup de gens qui s'orientent à l'achat dessus ou à la vente dessus. Donc on est vraiment dans de la psychologie des fous, de la psychologie de marché qui est entièrement liée à de l'émotion. Hein. La cupidité qui est au final la peur de ne pas saisir l'opportunité. Ou quand ça baisse, eh bien la peur panique de perdre de l'argent. Donc dans les deux cas, on est dans des émotions qui sont très fortes et qui drivent cette volatilité. C'est hyper intéressant ce que tu dis, on va approfondir cet aspect psychologique. Ça fait partie aussi de ton enseignement sur tes propres formations, sur ta vision du trading aussi. Dans quelle mesure ça a encore plus d'impact dans l'approche des crypto-monnaies, cet impact, cet aspect psychologique? Alors, ce qui est très intéressant avec les crypto-monnaies, qu'il n'y a pas sur les actions que je trade, c'est que quand je me branche sur Facebook, je vois directement ce qui se passe. C'est-à-dire que je suis connecté avec la grand-mère de mon 750e ami sur Facebook qui lui dit à ce 750e ami « Je pense que tu devrais revendre tes bitcoins. » J'ai le taxi ou le Uber qui dit « Tiens, aujourd'hui, des gens que je connais pas forcément, parce que j'ai un compte professionnel sur Facebook avec beaucoup d'amis et que je ne connais pas. Et par contre, je vois ce qu'ils, leur pensée, etc. Donc, je suis directement connecté à la psychologie des foules.
Et donc ça, c'est quelque chose qui n'existe pas sur les actions. Sur les actions, on lit directement sur le graphe la psychologie des foules. Et là, on a un deuxième outil qui est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux et aussi les médias financiers. Donc ça, c'est des outils qui sont extrêmement pertinent pour comprendre dans quel état on est. Donc en gros, quand tout le monde nous dit achetez du bitcoin, achetez du bitcoin, achetez du bitcoin, c'est pas parce que le lendemain ils vont tous aller acheter leur baguette en bitcoin, c'est parce qu'ils sont en mode je pense que je vais doubler ou tripler ma mise. Donc quand on voit ces comportements-là, on se dit c'est de la pure spéculation. Peut-être que fondamentalement le bitcoin ou la blockchain a des très beaux jours devant elle, mais ce qui est en train de se passer là à court terme, à un instant T, que ce soit à la hausse ou à la baisse, c'est de la pure émotion. Et cette émotion, on peut soit décider de la lire sur un graphique, soit directement sur les réseaux sociaux. Et on vit dans une époque où on est tous connectés. Et avec les bitcoins, voilà. Vraiment, ça ressort pour le coup. C'est vraiment très juste ce que tu dis, je fais la même observation. Et quand j'ai commencé à suivre, parce que je regarde tes vidéos de temps en temps, même si je ne trade pas en fait, hein, j'ai juste des cryptos, mais j'aime beaucoup ce que tu dis. Et donc du coup, en fait, tu sais que tu as un bon pédagogue quand tu arrives à intéresser des gens en fait qui t'écoutent parce que c'est intéressant plus que parce qu'ils le pratiquent eux-mêmes, donc c'est cool. Mais du coup, tu analysais beaucoup cet effet cupidité, psychologie des masses, etc. Il y a eu il y a eu une grosse montée en puissance du Bitcoin, notamment dans les grands médias. Quand tu sais que les grands médias en parlent, c'est un peu la sonnette d'alarme sur est-ce que c'est pas le potentiel maximum de là où ça devrait arriver. Et puis il y a eu de multiples corrections et ça s'est un peu stabilisé. Et du coup, je me posais la question, est-ce qu'on peut vraiment atteindre ce fantasme du Bitcoin qui atteindra les 100 000 $, comme le disent certains spécialistes, entre guillemets, du coup, ou est-ce que c'est de la propagande pour continuer à faire grimper? C'est ça la magie de la spéculation, parce que voilà, hein, comme on le dit depuis le début, ça reste de la spéculation. Les marchés financiers peuvent atteindre des niveaux d'irrationalité que seule l'irrationalité peut elle-même connaître. Donc on ne sait pas jusqu'où ça peut monter. Tout ce qu'on sait, quand on regarde l'historique du Bitcoin, c'est que c'est un actif qui évolue par bulle. Donc, hop, on prend 10 000, 30 000, 40 000%, la bulle, elle implose, c'est une chute de moins 70, moins 80, moins 90%. Ça stabilise, ça repart dans une nouvelle bulle qui elle-même peut prendre 10 000, 30 000, 40 000, 50 000%. La bulle implose parce que ça se termine toujours par un excès de psychologie qui est complètement purgé en l'espace de quelques semaines. Et en fait, cette crypto-monnaie, vu qu'elle elle engage énormément d'émotions, quand on a une nouvelle tendance qui émerge, elle finit toujours en bulle, en énorme bulle qui elle-même est obligée d'être purgée pour retrouver ce qu'on appelle la tendance à moyen long terme, qui est autour un petit peu des fondamentaux réels de cette crypto. Par exemple, le Bitcoin, on dit, pour évaluer les fondamentaux, il faut évaluer combien coûte l'extraction, le minage d'un Bitcoin, qui doit être autour de 1000 ou 1500 $ par Bitcoin. Donc implicitement, ce serait un petit peu la valeur fondamentale du Bitcoin. Mais après, les marchés financiers, ça intègre d'autres choses. Il y a vraiment des notions psychologiques. C'est pour ça que sur l'or, on a pu avoir entre 2000, je crois que c'était 2003 et 2011, on a eu un mouvement excessivement haussier sur l'or parce que les grandes banques centrales se sont mis à faire du quantitative easing, à imprimer de la monnaie à tout va, notamment à partir de 2008. Et donc tout ça là, on a une époque d'intérêt, de taux d'intérêt zéro, puis après un excès sur de l'impression monétaire, et c'est l'or, la contrepartie de ces excès, c'est l'or qui en a profité en montant comme ça, et ça s'est terminé en bulle. Et c'était à la fin, tout le monde voulait acheter de l'or, tout le monde voulait acheter des pièces, et c'est pareil autour de moi. Quand je me rappelle, j'étais à Colombes pendant cette année-là, et le pizzaiolo de Colombes me disait j'ai acheté de l'or, j'ai acheté 3 bars, c'était un Égyptien et tout, et pour que le pizzaiolo me dise il a acheté de l'or, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre. Normalement, on pense pas acheter de l'or quand on est un monsieur tout le monde comme ça. Et donc, quand dans notre entourage, tout le monde se met à s'intéresser à un actif et à en parler et à vouloir en acheter, c'est qu'on est très probablement dans une fin de bulle et que la purge est proche. Et c'est ce qui s'est passé avec le Bitcoin courant décembre. Les cours du Bitcoin sont montés dans ce qu'on appelle un hyperclimax run. Donc c'est vraiment un mouvement qui est monté tellement droit et fort que ce n'était pas soutenable sur du long terme. Tous les médias, c'est une analyse purement objective. On a vu tout le monde en parler. Notre but, c'est pas de se dire si ils disent bien ou ils disent pas bien, c'est simplement de comprendre que les gens, il y a trop d'attention qui est portée sur l'actif. Et que l'actif est en train d'exploser, que c'est pas soutenable à long terme. Donc il y a une grosse purge qui s'est faite après mi-décembre.
Et cette purge, potentiellement, c'est l'implosion de la 4e bulle, mais il y aura très probablement une 5e bulle. S'il n'y a pas de la concurrence trop forte, s'il n'y a pas une crypto qui remplace le Bitcoin sous les prochains mois, très probablement, il y aura une nouvelle vague. Et on ne sait pas où peut nous mener cette vague. Peut-être 100 000, peut-être 1 million, on n'en sait rien du tout. C'est complètement irrationnel, en fait. D'accord. Tu parlais aussi, tu comparais également à la tulipomania. Yes. C'est quelle époque ça déjà? C'était, je crois, 1007 au XVIIe siècle. Ouais. Jusqu'à ce que ça ne redécolle plus. Exact. En fait, il n'y avait pas d'application pratique dans la vie quotidienne. La tulipomania, c'était... en fait, derrière la tulipomania, il y avait rien de concret. Donc, c'est des bulbes de tulipes que les gens se sont mis à s'échanger. C'était aux Pays-Bas. Et les gens, à la fin, n'achetaient plus du tout les bulbes de tulipes pour les planter dans leur jardin en se disant « Putain, ça vaut 10 000 euros. Je trouve ça super beau dans mon jardin, ça les vaut. » Non, ils achetaient les bulbes pour pouvoir les revendre à quelqu'un derrière qui serait prêt à les acheter plus cher. Donc ça, derrière, il n'y avait pas vraiment de fondamentaux qui expliquaient cette tendance. Donc la bulle, elle a implosé. Par contre, derrière, il ne s'est plus rien passé. Là, sur les cryptos, on a un trend. Parce que c'est une nouvelle technologie avec plein d'applications pratiques derrière. Il peut y avoir, on en reparlera peut-être ou pas, mais il y a énormément de choses. Ça va complètement révolutionner notre manière de faire. Exactement, on le dit toujours, comme Internet a révolutionné tous les comportements humains de consommation. Donc derrière, il y a quand même des fondamentaux qui sont dans une tendance haussière avec plein de produits, plein de services qui vont émerger. Donc c'est pas ça descend à zéro et il se passe plus rien. Non, c'est simplement là c'est des cycles autour d'une tendance long terme. Et ces cycles, c'est de la pure émotion. C'est hyper intéressant parce que c'est pour ça que je posais la question de l'utilité. Il y a un moment donné, il y a eu une mode, il y a quelques mois ou quelques années où on commençait à dire vous pouvez payer par Bitcoin dans cette boutique. Tu vois, tu peux faire tes courses en Bitcoin. À Paris, il y a un centre du Bitcoin, etc. où on essayait d'ancrer dans la réalité cette crypto-monnaie. Du coup, ils ont été victimes de leur succès, du coup. Ouais, mais c'est ça. Mais du coup, parmi cette concurrence et cette profusion de crypto, il y en a bien, un peu comme Highlander, il n'y en a qu'un seul qui va rester, ou un top 3 ou un top quelque chose et qui aura une vraie utilité. Parmi toutes ces cryptos, est-ce que toi, tu en as acheté personnellement? Est-ce que tu conseilles, est-ce que tu as une vision que tu te dis qu'il est réaliste de penser que, ou pas du tout, où tu te dis, moi j'observe, psychologie avant tout, et on verra ce qui se passe. Comment ça fonctionne? Alors moi je suis un pur opportuniste, comme je dis, c'est vraiment de la psychologie de foule. En fait, quand j'achète une entreprise en bourse, j'ai pas besoin de savoir ce qu'elle fait, dans quel pays, si elle est bénéficiaire ou pas. Peu importe, j'exploite un mouvement de marché. C'est-à-dire que si tu prends par exemple 1000 entreprises cotées en bourse, tu en as peut-être 2 qui seront dans une situation où la psychologie, elle est anormalement élevée en fait. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement de cupidité qui peut vraiment exploser à la hausse. Il y en a peut-être 1 ou 2 qui seront dans ce cas de figure. Et moi, mon rôle, ça va être de les trouver et de faire un pari dessus sur lequel je vais risquer très peu d'argent, mais je peux avoir un accident positif de richesse sans avoir d'accident négatif, en maîtrisant ma perte. Sur les cryptos, c'est exactement pareil. J'ai pas besoin de savoir si ça va être le Ripple ou n'importe quelle autre devise ou le Bitcoin Cash, ou le Bitcoin Gold, ou peu importe. Mon rôle, c'est simplement d'identifier graphiquement les mouvements psychologiques qui sont en train de devenir, qui ont un potentiel excessif. Et ça, sur les cryptos, c'est très intéressant ce marché parce qu'il y a beaucoup d'excès dans tous les sens. Donc, il y a régulièrement des cryptos qui nous proposent des opportunités graphiques. Un graphique nous permet de lire la psychologie à un instant T des intervenants. Et à un moment donné, il y a un top départ où ils vont tous se mettre à acheter comme des fous. Et plus ça va acheter, plus ça va entretenir cette hausse et plus on va rentrer dans une bulle spéculative. Moi, mon rôle, c'est simplement d'identifier les schémas qui ont le plus de potentiel à la hausse. Et juste au début, quand les premiers sont en train de faire partir le mouvement. Donc à ce moment-là, je fais un pari. Que ça marche ou que ça marche pas, peu importe. Je m'expose à un accident positif de richesse. Si ça marche, je surfe la tendance jusqu'à son retournement. Mais jamais je me dis ça va monter jusqu'à temps, ou je pense que dans 3 ans, cette crypto sera à ce niveau-là, ou je pense que le concurrent, le nouveau remplaçant du Bitcoin sera un tel. C'est pas mon rôle et honnêtement, j'en sais rien du tout. Je suis incapable de prédire l'avenir. Je suis incapable d'anticiper quoi que ce soit. Je réagis simplement à un instant T sur une situation psychologique qui a un potentiel émotionnel très fort.
C'est de la pure psychologie. Hein. Donc là aujourd'hui, tu as un portefeuille en crypto? Yes. Ok, d'accord. Sur combien de crypto à peu près? J'ai encore du Ripple pour 20% de mes positions. Le Bitcoin, je voulais garder 20%, mais l'intervention de Nabila qui recommandait le Bitcoin, c'était trop fort, je voulais pas. Voilà. J'ai de l'Ethereum, pareil, j'ai revendu récemment, mais j'ai gardé 20% pour du long terme, pour la tendance de fond dont on parlait tout à l'heure. Et j'ai du Zcash aussi. D'accord, ok. Très bien, moi je suis en Pareto, parce qu'il y en a qui me le demandent aussi. Pareto, Ripple, Ethereum pour Ripple. Et j'ai de l'EOS aussi, qui n'est pas une crypto-monnaie, mais... Ok, intéressant. Bon, on verra, on se refera une interview canapé dans 1 an ou 2, puis on verra lequel des deux est devenu millionnaire en crypto. Après, je sais pas combien t'as mis, alors, évidemment, ça dépend le capital de départ. Moi, c'était vraiment ridicule, j'ai mis 4 ou 5 000 euros sur la table, les ATSIL, soit j'imagine que c'était peut-être beaucoup plus. Ouais, je pense que j'ai plus de chance que toi. Ouais, je pense que t'as plus de chance que moi que d'être millionnaire en crypto. Moi, c'était plus par curiosité, effectivement, parce que actuellement, je suis plus dans l'objectif de faire de l'immobilier en France, mais on verra. Ça va être intéressant. Du coup, sur quel site on peut acheter? Comment ça se passe? Alors ça se passe comme pour acheter des actions en bourse. On a ce qu'on appelle un échangeur. En bourse, on appelle ça un courtier. Donc typiquement, il y a Boursorama, Fortuneo, Bink ou tout un tas d'autres courtiers en bourse. On ouvre un compte comme on ouvrirait un compte bancaire et on achète ses actions. Ça, c'est en bourse. Sur les cryptos, c'est pareil, sauf que ça s'appelle des échangeurs. Donc typiquement, en Europe, tu as Kraken, moi que j'utilise, ouais. Mais après, il y en a plein d'autres. Hein. Moi, Coinbase, je peux pas l'utiliser parce que je suis non-résident européen. Mais voilà, Kraken, c'est très très bien. Sinon, il y a Bitfinex. Alors actuellement, ils sont aussi un peu victimes de leur succès, c'est-à-dire qu'ils ont carrément fermé les inscriptions parce que le compliance qui s'occupe de valider chaque dossier, les identités de chaque demande d'ouverture. Ils en ont des centaines et des centaines de milliers. Donc là, ils ont carrément fermé la possibilité d'ouvrir un compte chez ce genre d'échangeur. Mais voilà. Ce qui montre bien encore une fois ces mouvements complètement fous. Ouais. Sur les cryptos. Pareil, Kraken, pendant des mois ou des semaines, c'était quasiment inutilisable. C'était atroce. C'est un truc de fou. Et sur Coinbase, c'est marrant parce que moi, j'ai créé mon compte sur Coinbase quand j'étais à Maurice et ils me l'ont bloqué net à cause de l'IP, ce qui est complètement con parce que j'étais encore à l'époque résident français. D'accord. Donc en fait, je me suis juste fait bloquer par rapport à l'IP. Donc si vous êtes ici en vacances et que vous êtes français, créez-le quand vous êtes chez vous, ce sera plus rapide. Donc on peut acheter là-dessus. Il y a aussi un paramètre de sécurité qui est à prendre en compte. Yes. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors les cryptos, on peut vous les voler comme ça. C'est simple. Hey En fait, c'est la grosse problématique des cryptos, c'est que les gros échangeurs, il y en a plein qui se sont fait hacker et on a volé directement les clés. Donc sur les clés, on a la somme d'argent en fait. Donc ils ont carrément volé les clés des clients de ces échangeurs. Donc le plus important, c'est qu'une fois que vous avez acheté vos cryptos sur l'échangeur, c'est de faire passer ces cryptos sur une clé USB qui est hors ligne, hors connexion. Donc là, on ne pourra jamais vous piquer vos bitcoins, vos Ethereum. De manière générale, toutes les crypto-monnaies, il ne faut jamais les laisser en ligne. On peut les laisser dans ce qu'on appelle des wallets sur un ordinateur, mais moi je suis carrément pour la sécurité maximale. Tant qu'à faire l'opération, autant directement transférer sur alors tu as les clés Ledger ou les clés Trésor. Ça coûte entre, je crois, 30 euros et 100 euros. Ledger, ouais, c'est 100 balles quand même, je crois, non? C'est 100 balles, je sais plus. Mais en gros, voilà, on transfère entre l'échangeur, ça prend pareil, hein, c'est le temps de la transaction, mais au moins, elles sont sécurisées. Si tu te fais voler ta clé physique, comment tu fais pour la récupérer? Alors en fait, quand alors pour la clé Trésor, hein, parce que moi j'ai qu'une clé Trésor, tu as un petit volet comme ça avec, je crois qu'il y a 22 ou 24 mots en anglais. Et ça te permet de restaurer l'intégralité de ta clé Trésor sur une autre clé Trésor. D'accord. Donc tu as simplement besoin d'en racheter une et tu peux restaurer, parce que tout est logué sur la blockchain, donc tu restaures ce qui est sur la blockchain sur une autre clé Trésor. Donc idéalement ne pas stocker les deux dans le même endroit. En fait, la clé plus si peu importe, t'en rachètes une autre et tu la restaures. Ouais, mais la clé de restauration, je parle. Les mots. Ah, le mot, ouais, ça c'est un peu compliqué. Ouais, Faut pas les mettre dans le même endroit. Exactement, non, t'as raison. Ouais. Alors Cédric, en début d'interview, je t'ai dit qu'on reviendrait à la fin de cette interview sur le sujet des pays qui réagissent par rapport aux crypto-monnaies. Donc je disais la Colombie, la Russie, la Chine et bien d'autres ont banni purement et simplement l'utilisation de ces dernières. Est-ce que tu penses que, par exemple, dans les pays européens comme en France, qui aiment bien le contrôle et la paperasse, une situation qui peut arriver? Quel est ton avis sur la question?
Alors mon avis, c'est comme toute nouvelle technologie disruptive, on commence par rejeter, donc c'était typiquement Uber vs les taxis. Ça a causé énormément de remue-ménage et puis finalement, vu que c'est une nouvelle technologie et que ça rend service à tout le monde, cette nouvelle technologie finit par s'imposer dans la vie courante. C'est juste qu'au début, on refuse, c'est purement psychologique, on refuse le changement parce que elle met en péril notre situation actuelle. Et comme forcément, quand on est au pouvoir, on est bien douillé, bien installé là où on est. Si on doit se risquer à proposer des nouvelles choses, eh bien on risque de perdre sa place. C'est pour ça d'ailleurs qu'en général, les gros changements, ils se font d'une génération à l'autre. On a rarement des très très gros changements structurels en l'espace de 5 ans, quoi. Ouais. Parce que chaque génération. Toi, si on te propose un poste et qu'on te dit, bah voilà, t'es en CDI toute ta vie, tu vas toucher 10 000 ou 15 000 ou 20 000 euros par mois. Par contre, si tu ouvres ta bouche, bah tu peux te retrouver au RSA du jour au lendemain et même tu seras banni de France. Bah tu vas dire, bon bah moi j'ai une famille, des enfants, mes vacances, mes amis, donc ça t'encourage pas à aller vers la nouveauté. Donc en fait, c'est comme toute technologie disruptive. En fait, si tu veux créer une révolution en France, tu payes ton Uber en Bitcoin. Voilà, exactement. Sur ce mot de la fin, est-ce que tu veux finir sur un message, Cédric? Les crypto-monnaies, elles ont un très fort potentiel. Mais après, voilà, n'investissez pas 100% de votre épargne là-dessus. Voilà, si vous avez 10 000 euros sur un livret A, vous n'allez pas mettre 10 000 euros sur les crypto-monnaies puisque demain, peut-être que vous aurez pris 30, 40 ou 100%, mais après-demain, peut-être que ça aura perdu 90% de sa valeur. Donc, soit vous apprenez à spéculer et à exploiter la psychologie des foules, soit simplement vous prenez un petit pourcentage de votre livret A, quelque chose avec lequel vous êtes confortable de perdre 90%. Donc voilà, vous n'êtes pas confortable, j'imagine, de perdre 90% de votre livret A, mais peut-être 10%, 90% de 10%, ça peut plus le faire. Et là, vous laissez les choses se faire. Vous investissez sur du moyen long terme si vous croyez dans les fondamentaux d'une crypto-monnaie plutôt qu'une autre. Yes, et d'ailleurs pour apprendre tout ça, tout ce qui est psychologie d'investisseur, tu peux aller sur la chaîne de Cédric qui s'appelle Cédric Froment sur YouTube. Merci Cédric. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux la liker, la pouce bleutée, la partager autour de toi. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne en cliquant soit au-dessus, soit en dessous. Si tu es sur YouTube, tu as une petite cloche sur laquelle tu peux cliquer pour recevoir les prochaines vidéos, enfin recevoir une notification et comme ça tu seras au courant. Merci à toi et n'oublie pas, c'est toi qui décides. Salut!